Bonjour et merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Merci aussi aux 4 éditorialistes d'être parmi nous aujourd'hui. On va commencer par celle qui égaye ce plateau, qui apporte la sérénité, la beauté et le supplément d'âme dont on a parfois besoin. Anastasie Tudiège, Africa numéro 1, bonjour. Bonjour. En face d'elle, je ne répéterai pas, Dominique Volton est une ancienne gendre idéale, mais le jeune et sémillant jeune homme de Beurre FM, j'ai nommé Nadir Djenad, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Enfin, il est là. Oui, on avait cru qu'il ne viendrait pas, mais finalement il a décidé de venir, Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. C'est la science avec nous, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui parle aussi autant qu'il réfléchit parfois, c'est pour ça qu'il est là. Non, je parle beaucoup moins parce que Éric Zemmour est aussi avec nous, c'est un journaliste du Figaro, vous le savez bien, un polémiste. Voilà, les présentations sont faites. Ça commence. Je vous l'avais dit, Dominique Volton parle beaucoup. Moi, je réfléchis. Et vous réfléchissez moins que je ne parle. Bon, alors voilà, comme les présentations sont faites. Laissez-moi vous dire où vous pouvez nous écrire. Hebdo, franceau@rfo.fr. C'est l'adresse email hebdo, franceau@rfo.fr. Nous sommes très fiers de recevoir beaucoup de courriers, et nous essayons d'y répondre le plus précisément possible. S'il vous plaît, continuez de nous écrire. On a un lien avec vous et ça nous fait bien plaisir. Alors, pour l'édition de cette semaine, vous n'échapperez pas évidemment à la tenue du sommet du G20 à Londres et à ses conséquences. Nous avions décidé aussi de vous parler de Mayotte, le 101e département français, par la grâce d'un référendum local la semaine passée, du sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Doha, et enfin de la formation du tout nouveau gouvernement israélien, et de ses conséquences là aussi dans la région. Voilà pour le sommaire. On va commencer par le G20. Alors, vous l'avez entendu, vu et lu, le G20 s'est terminé sur un accord apparent, un triplement des fonds du FMI, la levée en partie du secret bancaire, une surveillance des agences de notation financière. Bref, on a l'impression qu'il y a un accord de la part de tout le monde. Alors, j'ai un peu envie de poser la question à Nadir Djenad. Ça ressemble au début du commencement d'un début de gouvernement économique mondial ou c'est juste un coup de com' pour calmer les opinions publiques qui ont très peur? Alors, écoutez, selon certains, c'est une page de l'histoire du capitalisme qui se tourne. Je cite le président de la République, Nicolas Sarkozy. Pour d'autres, d'autres restent plutôt prudents. Moi, je dirais que on voit que les grandes lignes d'un nouveau système ont été dessinées. Mais son efficacité dépendra de négociations difficiles qui vont s'ouvrir entre les ministres des Finances des pays membres du G20. Les prochains mois vont être déterminants. On sait que les tenants de la régulation et du marché libre n'ont pas abdiqué. Et que ce sommet, on a vu par exemple que la ténacité des Européens, notamment de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, a tenu durant ce sommet, mais ce n'aura pas été possible, ce qui a été obtenu durant ce sommet n'aura pas été possible sans le changement de président aux États-Unis. Alors, il y a un optimisme, on s'aperçoit qu'il y a un optimisme, mais il faut quand même tempérer cet optimisme parce que le sommet du G20 ne règle en rien la crise. La récession de l'économie mondiale va durer des mois, selon les prévisions de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui table sur une hausse du chômage dans les prochains mois dans la plupart des pays industrialisés. Moi, ce que je note aussi, c'est que, par exemple, parmi les mesures qui ont été annoncées, il y a des mesures concernant les paradis fiscaux. C'était une demande de Nicolas Sarkozy. On a vu une liste noire, une liste noire. Le G20 va publier une liste noire des principaux. Moi, j'ai rien compris aux listes, mais moi j'ai hâte. Oui, mais j'ai hâte de voir. 38 gris. J'ai hâte de voir la détermination de l'État français, notamment à ce sujet, devant l'évasion fiscale imputée aux multinationales en France. Selon Transparency International, qui est une ONG de lutte contre la corruption, la somme des entreprises placées dans les paradis fiscaux tous les ans dépasse les 10 milliards d'euros. Donc il y a quand même des contradictions entre ce qui a été dit et la réalité, notamment sur ce point. Dominique Volton, je vais vous faire une série de citations. Ils ont failli à un moment où l'économie mondiale est en train d'imploser. New York Times. La relance les a laissés de marbre au sommet du G20. Los Angeles Times. C'est une occasion perdue pour le Washington Post. La presse américaine n'a pas tout à fait la même teneur que ce qu'on peut voir comme titre dans la presse française. Alors je répète un peu ma question.
c'est un compromis ce qui s'est passé à Londres ou c'est vraiment le début d'un commencement d'un gouvernement mondial économique? De toute façon, on a quand même tous intérêt à ce qu'il y ait un début de commencement ou un minimum de rationalité ou de régulation. L'intérêt, c'est une chose, mais c'est le cas. Deux, c'est comme quand Obama avait été élu, à peine était-il élu, tout le monde commençait à dire il n'est que le serviteur de l'impérialisme américain. J'avais dit écoutez, réjouissons-nous un tout petit peu, c'est quand même la revanche de tous les parias du monde. Donc là, c'est la même chose. Pour la première fois, 1000 milliards de dollars de plus. C'est pas ça qui va sauver l'économie du monde, mais c'est quand même un geste d'un minimum de solidarité. Le FMI qui va peut-être changer de rôle. Au lieu d'être le gendarme des riches, il va peut-être enfin devenir être celui qui aide tout le monde. Oui, en tout cas celui qui va aider tout le monde avec un peu plus d'égalité. Que la Chine va être obligée de modifier ses relations avec les États-Unis parce qu'elle est créancière en dollars. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui ont bougé. Et la politique, comme toujours, c'est quand même des décisions symboliques. Et quand je dis symbolique, c'est pas de la com, c'est on ne fait la paix et la guerre qu'avec des mots. Donc, par conséquent, moi je crois qu'il faut d'abord souligner l'aspect positif de ce qui s'est dit là. Alors que selon les points de vue des uns et des autres, on n'est pas la même chose, c'est sûr. La presse américaine n'est pas tendre parce qu'elle est déjà en conflit avec le président et que le président, lui, a une position qu'on appellerait en Europe plutôt de gauche par rapport à une presse et à un capitalisme qui reste largement libéral. Et le fameux conflit qu'il devait avoir, qui n'a pas eu lieu entre relance et régulation, tout le monde sait très bien qu'il faudra faire les deux à la fois. Donc moi je pense qu'il faut quand même saluer ça comme étant positif. Petite précision française, on a un peu trop tendance dans la presse française à s'imaginer que c'est le grand Sarkozy qui a fait beaucoup de choses. Il y a un petit côté nationaliste de notre presse, notamment écrite, qui est un peu dérisoire, parce que franchement, c'est même pas seulement le tandem franco-allemand qui a permis un certain nombre de choses, tant mieux, mais de grâce, arrêtons de s'imaginer que nous sommes le centre du monde, d'autant que là, il vient un peu de glisser vers l'Est. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut souligner que c'est quelque chose de... Il y a une prise de conscience, pour une fois, c'est le G20, et un jour, il faudra qu'il y ait le G25, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de conscience que les riches et les Occidentaux ne peuvent pas être tout seuls. Et ça va obliger les Chinois, quand même, oui, et ça va obliger les Chinois et les Indiens, parce que je prends deux grandes superpuissances, à également entrer dans une logique qui n'est pas uniquement la défense de leurs intérêts propres. Donc, si vous voulez, ça oblige tout le monde progressivement. Maintenant que vous êtes dans la cour des grands, il va falloir faire comme les grands. Et donc, il y a des devoirs et des responsabilités pour tout le monde. Et c'est quand même en ça qu'il y a quelque chose de mieux. Maintenant, dernière chose que je voulais dire, il ne faut pas se tromper. C'est vraiment la dernière. Oui, sur ce point-là pour l'instant, mais c'est important à dire. Les politiques et les médias vont très vite. Autrement dit, il faut qu'une crise dure 6 mois et qu'une solution dure 2 mois. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme d'enthousiasme qui porte la décision politique. Bon. Mais j'ai envie de dire, attention, la violence et la révolte des peuples est devant nous et pas derrière, parce que les millions d'hommes et de femmes ont eu le sentiment d'avoir été trahis par un capitalisme libéral auquel on n'avait même pas le droit d'opposer notre philosophie politique. Et donc ce sont tous ceux qui voulaient qu'il y ait des régulations qui ont évidemment gagné. Ils attendent qu'il y ait des sanctions. Ils attendent qu'il y ait une autre redistribution de la richesse. Donc nous ne nous trompons pas, c'est pas parce qu'ils se réunissent une fois, 2 fois, 3 fois avec les médias mondiaux derrière que ça va calmer les peuples. Ou si les politiques pensent ça, là ils le paieront cher. Autrement dit, les réformes de réduction des inégalités, de redistribution, elles sont devant nous. Sinon, ça sera très violent. Ça sera trop tard. Alors, Éric Zemmour, justement, crise financière qui s'est transformée depuis quelque temps en crise économique et sociale. Et le G20 n'a rien proposé sur cette crise économique et sociale. Finalement, il a dit plus jamais ça en parlant de la crise financière. Il a donc proposé un certain nombre de choses dont on vient de dire que selon les points de vue, c'est très positif ou un peu moins positif. Mais vis-à-vis justement de cette crise sociale et économique, ils n'ont rien proposé. Alors ils courent derrière l'événement finalement, nos dirigeants de la planète? Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils choisissent leur crise. C'est-à-dire que je pense que... C'est encore pire ce que vous dites. Non, on choisit son diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, soit on estime que nous vivons une crise financière et que seule la crise financière a provoqué la crise économique et sociale. Et dans ce cas-là, c'est le choix du G20, c'est le choix de Sarkozy, de Merkel. Il faut limiter réguler, les hedge funds. Exactement. Hein, le retour de la régulation. Obama lui veut relancer par la consommation. Voilà. Et comme Européens, on veut réguler. Non, attendez, parce que là, ça y est, on part. Allez, Éric Zemmour. Donc, régulation des hedge funds, des bonus, des ceci, des cela, enfin bref, passons. Je constate d'ailleurs que le plus important est rester dans le flou, c'est-à-dire les paradis fiscaux, et pour cause, puisque le plus grand paradis fiscal, c'est lui qui recevait. Parce que l'Angleterre est le plus grand paradis fiscal du monde. Attali a une très jolie formule, c'était la réunion des alcooliques anonymes dans un bar à vin. Je trouve que cette formule. Non, mais bien sûr. Je suis d'accord. Parce que vous n'aimez pas beaucoup Attali. Non, mais faut être modeste dans la vie. Non, mais la formule est belle et elle est assez. Non, elle est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Parce que ça donne le propre, ça veut dire que les Dominique Volton, je vous promets, on invite Attali. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Moi, je suis d'accord avec Attali, mais ça fait rien. Ça fait. Si je vous avais pas dit que c'était Attali la formule. Mais la phrase est aussi stupide. Non, je suis pas d'accord avec vous. Aussi stupide. On va laisser Éric Zemmour terminer. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle
contrôle des paradis fiscaux. Moi, je pense que ça va être un truc. On a tapé les petits, c'est-à-dire Un le effet Luxembourg, d'annonce. la Suisse. Non, c'est la fable de La Fontaine. Celui que vous serez faible ou misérable, et jugement de cour Puissant vous et rendront. fort, oui. Et là, les faibles, c'est les Suisses, les Luxembourgeois, les Andorriens. Ceux-là, ils vont s'écraser et ils vont ouvrir leur compte. Les vrais paradis fiscaux, c'est-à-dire le Delaware, l'État américain qui est un immense paradis fiscal, l'Angleterre qui est un immense paradis fiscal, 10% du produit national brut anglais est représenté par la City et la Ça ne moitié... veut pas dire que c'est un paradis fiscal pour Non, autant. c'est non, autre mais chose. raison, laissez Dominique. finir le Je veux dire raisonnement, l'important. Dominique Non, Volton. bien sûr. L'importance de Laissez la finir. finance dans l'économie Voilà, anglaise, voilà, oui. voilà. Oui, Et donc, ils ne Bon. changeront Mais pas. attendez, mais ils ont C'est ça été que je veux listés, dire. Les 4 pays noirs, ils ont été listés quand même. Costa Rica, Alors, on va. Oui, mais pas eux. Costa Rica, Uruguay. Uruguay, mais si, parce que c'est C'est-à-dire des pays. mais- je dois avouer que j'ai même du mal à me souvenir parce que c'est des pays dont on n'avait pas l'habitude Mais oui, de. mais les parce voir que dans le les plus- paradis fiscaux. Je m'attendais à voir comme tout le monde. Non mais Est-ce qu'on peut leur attendez, faire confiance, Dominique Volton, quand même Non, mais le plus bien grand sûr qu'on paradis peut leur faire fiscal, c'est confiance. l'Angleterre. Mais j'avoue Ouais, que je m'attendais pas à ces noms-là. C'est tout. Je fais pas de La commentaires Grande-Bretagne dessus. a fait un choix qui est discutable d'être une puissance financière avant tout, qu'au passage, ça va de soi, mais c'est pas un paradis fiscal. C'est Ou un alors les mots. immense paradis Ou alors les fiscal. mots. Alors, La bon, City, on va Londres, laisser. Jersey, Eric Zemmour. etc. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fini votre premier tour de Non, parole pas du tout, parce que... Bon, alors allez-y. On m'interrompt tout le temps. Mais parce que vous dites des choses tellement fortes que les gens ont envie de réagir tout de Ah suite. oui, flattez-moi, grand. Allez. Deuxièmement, soit on estime que, en fait, la crise est une crise des déséquilibres mondiaux, c'est une crise de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle vient, de l'excès de consommation américain, qui était branché sur l'excès d'épargne chinois, avec une... Plus de cause que ça. j'ai pas... Oh là là. Laissez-le finir. Non, mais là, Ouais. Deux, avec Allez, une... ça, ça tourne allez. les causes. Bah, là. mais 2 minutes. Ah, c'est Avec pas la une- question. avec- On si, laisse c'était la finir, question. s'il vous Avec plaît. une mondialisation qui, par les délocalisations, pousse à la baisse les salaires des pays occidentaux, donc provoque une crise de la demande. Dernière chose, la monnaie, les déséquilibres mondiaux viennent d'abord du dollar qui depuis 30 ans fait ce qu'il veut et justement permet aux Américains de s'endetter jusqu'à plus soif. Tous ces déséquilibres-là, c'est-à-dire libre-échange, protectionnisme, monnaie, n'ont absolument pas été touchés. Au contraire, on a dit à Pascal Lamy que c'était le meilleur et qu'il fallait relancer l'OMC. Et seuls les L'Organisation Russes... mondiale du commerce. Allez, Dominique Non, Volton. bah non, On bah ne non, peut, parce on ne que- peut. bah, Éric Zemmour. excusez-moi. Dominique Volton, L'OMC, je vais c'est vous de la demander un petit régulation instant. internationale. Non, Vous êtes Dominique hostile à toute Volton. régulation. C'est le Parce que vous êtes libre-échange, obsédé. mais pas C'est du pas tout, c'est le vrai. libre-échange mondialisé. Mais c'est Allez. n'importe quoi. S'il vous plaît, s'il Dire vous que plaît. l'OMC, c'est le libre-échange. mais c'est Dominique Volton. c'est de la régulation. le Voulez-vous OMC. m'entendre un instant, Dominique? Oui, sauf J'aimerais que bien, pas j'aimerais dire bien n'importe qu'on commence pas comme ça. pas être d'accord. Ce sont des problèmes un peu difficiles n'importe quoi. parfois Non, sur le plan non. technique. Bon, Si- prenez la thèse de Pascal Éric Lamy. Zemmour. Excusez-moi. Dominique Volton et Éric Zemmour. Ce sont vous des êtes d'accord. problèmes un peu difficiles pour le commun des mortels C'est que pas je ce que j'ai dit suis. ce matin. Donc si vous évidemment, interrompez l'un l'autre, C'est bien ce que je vous dis. pensiez ne pas être d'accord, c'est pas nouveau. Non, je dis Mais simplement qu'on ne personne, peut pas dire. Dominique que le Volton, G- personne on ne peut pas n'arrivera dire à que comprendre l'OMC, ce que vous c'est voulez du dire. libéralisme. Alors, Ben, c'est un organisme, bon, c'est clair. écoutez, L'OMC, c'est un organisme de Quand vous dites régulation personne ne peut internationale dire sur le que Au service des l'OMC Américains. c'est du Comme libéralisme, le il y a FN. des tas de gens qui le disent. Ils ont peut-être tort, mais il y a des tas de gens qui le disent. Par ailleurs, Éric Zemmour a un petit peu C'est pas empiété une question sur d'opinion, la c'est une question question que de je- fait. Mais non, Allez. non, c'est Bon. pas vrai, c'est une question Bon, Bon, d'opinion. s'il vous plaît. C'est la J'aimerais thèse de bien Pascal qu'on- Lamy, il est bien Alors, placé pour défendre l'OMC. J'aimerais bien qu'on continue parce que là, ça tourne au dialogue de sourds et c'est jamais très agréable. Bon, il vient d'en parler, Éric Zemmour, même si on n'est pas d'accord avec la conclusion, mais il vient de parler effectivement de choses dont on a peu parlé. Non, on va pas Le on va pas dollar, pour 24 heures, le quand même. dollar, on n'en a En pas 8 beaucoup heures. parlé, alors que les Chinois avaient émis l'idée qu'il n'y ait pas une seule monnaie, la monnaie unique, le dollar, mais qu'il y ait un panier de monnaies. Ça n'a pas été abordé. La relance ou la régulation dont tout le monde parle ici, j'ai l'impression que chacun reste chez soi et que les vaches seront bien gardées. Je peux dire juste un Alors, petit mot. vite un petit mot, puis Un ensuite tout petit mot. Anastasie. Il ne faut à quand qui même pas j'ai une prendre les question à dirigeants poser. du monde pour des idiots. C'est-à-dire que les enjeux politiques, on les connaît par cœur. On sait très bien qu'un jour, il faudra sortir du monopole du dollar et on ne sait pas comment, parce qu'il faudra faire un panier effectivement de monnaie. On sait très bien que c'était la pas encore relance... l'occasion, là. Attendez, vous permettez, il y a 3-4 questions qui sont de fond. La première question, c'est est-ce qu'on peut redonner de la confiance, parce que la politique, c'est que de la confiance, et l'économie, c'est que de la Ça, je crois confiance que tout le monde est d'accord. dans le monde. Donc on ne peut pas reprocher à ces chefs d'État qui se sont réunis pour la première fois de donner un signe positif. Ils doivent se retrouver de toute façon au mois d'avril. Au mois de septembre, vous voulez Ils dire. continuent à À New travailler. York. Ils continuent juste après l'Assemblée générale de l'ONU. Ils continuent à travailler, à coopérer. Il ne faut quand même pas être à ce point-là critique, naïf, ou les prendre pour des abrutis, de croire qu'ils n'ont pas traité les questions. Ils ont pris la plus importante de dire on peut croire à une relance,
ou réduire la récession. On va jouer un minimum de relance. On va faire un calendrier des réformes. Après, ils ne seront pas d'accord. À 20, on n'est jamais d'accord. Mais créditons quand même les hommes politiques du monde d'avoir en tête la hiérarchie des questions importantes à traiter. Et on ne traite en relations internationales, c'est toute la difficulté de la communauté internationale, on ne peut traiter en communauté internationale que les questions sur lesquelles il y a à peu près un consensus. Le reste, on continue à les traiter en Donc c'est le coulisses, plus petit et on sera- dénominateur commun. Mais c'est quoi. déjà pas mal quand même. Mais qui vous a dit le contraire? Vous montez comme ça sur vos grands Parce chevaux. qu'on a l'impression que quand il y a un événement un peu positif ou optimiste dans cette vie internationale qui est bouleversée, violente, on dit, ah là là, ils nous cachent encore des choses, les salauds vont faire toujours... Prenons acte de ça. Personne n'a dit ça ici. Le ton de vos questions. Mais il n'y a pas que vous. Oh là là, ils n'ont pas traité l'essentiel. Ils ont fait en 6-7 heures de réunion un paquet important. Et croyez-moi, ils ont tous en tête ce que les journaux disent. On va demander à Anastasie qui a eu la gentillesse Oui. Et d'attendre merci, gentiment et merci. l'affrontement masculin et viril. Au fond, c'est assez instructif d'être dans cette ambiance de garnison. Comme ça, Parfois, vous êtes un peu dur avec eux. Le club de sport. Parmi le G20, justement, puisque Dominique Volton en parlait tout à l'heure, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Indonésie, il y a le Brésil, il y a l'Inde, entre autres, qui sont membres du G20. Moi, je me demande d'une manière générale, que peuvent retirer de ce sommet ces pays émergents? Alors, Donc, on ne sait pas, on ne voit pas très bien le regard qu'ils ont porté ou l'importance qu'ils ont eue pendant ce sommet. précisément, j'ai posé cette question à des économistes africains qui restent dans une espèce de flou aussi, de vague, parce que ces pays émergents sont encore dans le souvenir de leur ancienne pauvreté et lorgnent, regardent vers ce groupe ce club auquel ils rêvent d'appartenir. Alors, ils ont une place là de levier et ils pourraient, en tout cas c'est ce que mes interlocuteurs m'ont dit, ils pourraient s'appuyer sur les pays pauvres pour éventuellement avancer, mais le lieu où ils sont pour le moment reste la place où ils sont est encore une place assez difficile à définir. Ce qu'on peut noter, c'est que les pays émergents dépendent essentiellement des exportations. Et ils craignent un retour du protectionnisme. Et par exemple, la Chine, par exemple le Brésil et l'Inde se sont inquiétés du net affaiblissement du volume mondial des échanges commerciaux. Même la Banque mondiale l'a révélé, sur les 17 pays membres du G20, 17 de ces pays ont pris des mesures protectionnistes, en dépit des engagements qu'ils avaient pris durant le premier sommet pour lutter contre la crise en novembre. Il y a une vraie crainte. Et la deuxième crainte, mais apparemment ils ont peut-être obtenu gain de cause, c'est concernant le FMI. C'est vrai, ils demandaient un FMI, là l'avenir le dira, là pour l'instant. Triplement des fonds du voilà, FMI. exactement. Ça, c'était une revendication des moyens émergents. financiers plus importants pour le FMI, de telle sorte qu'il aide les pays, il aide un peu plus les pays en difficulté. Mais alors, c'est justement là que le bas, ensuite, Éric Zemmour et Dominique Volton, ça sera pour le dernier tour. mes interlocuteurs, c'est précisément ce triplement du fonds du FMI. En Afrique, le FMI et la Banque mondiale sont considérés de plus en plus par de nombreux observateurs économiques comme étant les fossoyeurs des économies africaines par un système dont les États n'arrivent pas à se sortir. Et pendant des années, FMI et Banque mondiale ont été un petit peu les pourvoyeurs de ce qui s'est passé comme crise financière. On les a considérés. C'est eux qui ont défendu le libéralisme, la liberté du marché. Donc on a l'impression que c'est les fauteurs de troubles qui remettent de l'ordre. Non, parce que la politique a changé. Alors on va laisser Anastasie terminer. Et c'est ce que, voilà, du coup, c'est cet économiste, je pense notamment à Alain, qui me disait que, au fond, pour lui, les choses sont en train de tourner véritablement au vinaigre, c'est-à-dire que vous parliez de plus petits dénominateurs communs pour l'Occident, pour les pays du G20, mais alors le grand perdant de ce sommet les grands perdants restent les pays d'Afrique, les pays les plus pauvres, parce qu'à partir du moment où on ne définit pas les clauses d'un contrat qui vous prête de l'argent, eh bien on est dépendant. Et ces économistes pensent que l'Afrique, notamment, sera la vache à lait justement de ce système, ce qui est quand même assez paradoxal quand on voit l'économie des pays africains aujourd'hui. Éric Zemmour, vous partagez cette analyse très pessimiste d'Anastasie sur les pays les plus pauvres, notamment l'Afrique? Sans doute. En tout cas, j'ai pas d'éléments qui me permettent d'aller contre. Je pense de toute façon que il y a c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on parle de baisse des exportations, de crainte du Brésil, etc. Je les comprends, mais en même temps, leur développement, il faut voir les conséquences. C'est-à-dire, moi, je pense que il y a le drame, c'est la généralisation, quoi qu'on dise Dominique Volton, d'un libre-échange débridé qui est fait par des zones économiques qui sont trop distantes l'une de l'autre socialement et économiquement.
et que ça a des conséquences perverses sur l'Europe. Ça provoque chômage et baisse d'emploi et baisse de salaire et baisse de protection sociale. Et de l'autre côté, je pense que ça oriente en particulier les pays pauvres vers uniquement des niches exportatrices. Et du coup, par exemple, ils oublient de nourrir leur propre pays, ils importent... Une culture d'exportation plutôt qu'une culture. Mais j'ai pas dit que c'était idiot. Ils oublient de nourrir leur... Non, oublie, je veux dire, c'est une... Non, d'accord, formule. C'est une formule. Je veux dire, par exemple, le FMI leur disait, vous faites ça, mais il faut aller dans l'exportation. Donc, oubliez, c'est entre guillemets, évidemment. Et surtout, ils sont pas idiots, mais ils sont souvent corrompus, cher Dominique. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que, mais enfin, ça joue quand même beaucoup. Éric, Hein. on va laisser Dominique Volton conclure le tour de parole, parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, mais sur le fond, oui, le FMI et la Banque mondiale ont été les symboles les plus exacerbés du libéralisme débridé. Et c'est eux qu'on charge de... Mais attendez, mais ça, la politique, sauf si on tue les hommes, c'est les mêmes hommes qui font les politiques. Bon, ce qui a changé fondamentalement, c'est que l'effondrement du système capitaliste libéral, sans régulation, spéculatif financier, depuis un an, ça, c'est un fait massif qui ne s'accompagne, hélas, pas suffisamment d'autocritique de la part des banquiers, des économistes, des journalistes, etc., et des politiques. Oui, c'est fondamental, parce que les peuples vont attendre que ces gens-là fassent leur autocritique. Et c'est pas parce qu'ils se réunissent à Londres et qu'ils réinjectent 1000 milliards de dollars, ce qui est pas mal, que ça suffit à faire l'autocritique. Il n'y a pas d'autocritique, on les attendra, et les peuples attendront. Mais une des conséquences de ça, c'est que le FMI et la Banque mondiale doivent changer de rôle. Donc on suppose qu'ils vont comprendre ce changement de rôle, qu'on leur abonde 750 millions de dollars en plus, et comme on dit, c'est un socialiste français à la tête, pourquoi pas, mais on verra sur pièce. Si dans 6 mois, les États continuent à se faire juguler par la Banque mondiale dans un modèle capitaliste libéral qui s'est totalement effondré, alors là, la révolte sera encore plus grande. Donc c'est normal qu'on prenne les mêmes institutions, mais elles n'ont pas le même sens. Quant à l'Afrique, c'est vrai qu'en dehors de l'Afrique du Sud, c'est la grande oubliée de ce G20. Et si vous voulez, ça pose le problème. L'Amérique latine, c'est différent parce que la situation économique et financière est quand même beaucoup moins grave. Mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sera un G25 un jour. C'est-à-dire que la planète sera indépendamment de l'ONU, qui est l'organisation politique mondiale. Il y aura un club qui réunit 23, 26, je ne sais pas, 28 États, qui aura pris en charge d'un minimum d'organisation de la solidarité. Ce qui change, si les hommes se comportent comme ils se sont comportés comme des pourrites spéculatifs, là, la haine sociale et politique et populaire sera encore plus violente. C'est pour ça que j'ai envie de dire, ne triomphez pas trop vite quand ils s'imaginent, pas vous, les politiques qui plastronnent comme ça. Vous adressez à eux. Oui, ne triomphez pas trop vite, ne vous imaginez pas que les peuples n'ont pas ce point-là de mémoire, parce qu'ils vont continuer. Comprenez, eux, ils sortent de la crise, les politiques. Mais les peuples, ils y rentrent par une espèce d'appauvrissement qui va continuer pendant un bon nombre d'années. Il y a un décalage. Mais oui, il y a un décalage. Bon, alors, on aura l'occasion d'y revenir parce que malheureusement, je pense que cette crise est loin d'être terminée. C'est ce que tout le monde dit en tout cas. Moi, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Dimanche dernier, les Mahorais ont voté. Ils ont voté à 95% pour devenir un département français. Il est clair que Mayotte est à 95% aussi une terre musulmane. Alors, je me tourne un peu vers vous, Nadir. Comment vont cohabiter les valeurs de la République et les valeurs musulmanes? Est-ce qu'on n'a pas là un laboratoire intéressant de ce qui peut s'y passer? Alors, laboratoire intéressant, oui, mais il faut rappeler quand même que c'est une terre musulmane qui a accepté, à une très grande majorité, de devenir un département français, qui a refusé 95%, qui a refusé l'indépendance. Il faut dire aussi que c'est une revendication très ancienne. Dès 1946, quand Mayotte obtient le statut de territoire d'outre-mer, il y a déjà les Mahorais demandaient déjà la départementalisation. Moi, je ne pense pas que la religion c'est un obstacle. Pourquoi? Parce que les chefs musulmans locaux, qu'on appelle là-bas les cadis, avaient appelé au non, avaient appelé à voter non, parce qu'ils pensaient que la départementalisation serait un obstacle à leur prérogative. Et donc ils ont fait une forte campagne. Ouais. Et les Mahorais ont voté oui, donc ils n'ont pas entendu finalement voilà, exactement, ils ont voté oui, donc ce n'est pas une question, je pense, ce n'est pas une question religieuse. Donc il faut quand même voir les limites de l'influence des chefs religieux à Mayotte. Alors, les Mahorais, pour les Mahorais, c'est un changement majeur, quand même. Il faut bien le souligner. Et c'est avant tout une question économique et sociale, même s'il y a un fort attachement à la France, par ailleurs, hein, qui est indéniable. Voilà. Alors, juste un mot. Il faut quand même dire que la départementalisation est synonyme d'alignement des prestations sociales en vigueur dans l'Hexagone. Et des impôts. C'est-à-dire qu'à partir de 2012, les Mahorais vont bénéficier du RSA, du revenu de solidarité active, du RMI également. De toutes les prestations sociales. De toutes les prestations sociales également. Et les Mahorais vont demander à l'État des moyens supplémentaires pour
la construction des infrastructures, d'équipements, et aussi une aide au développement. Alors, vous anticipez déjà sur la suite du débat, si j'ose dire. Anastasie, il faut quand même le dire, même si les caddies n'ont pas été écoutés, jusqu'ici, ils rendaient une partie de la justice sur l'île de Mayotte. Payé par la République. Il y a des écoles coraniques qui existent, et la polygamie existait à Mayotte. Je ne dis pas qu'elle était partout développée, mais elle existait. Alors, bon, on peut quand même se poser la question, toutes ces choses doivent disparaître. C'est en tout cas comme ça que le référendum a été prévu, c'est comme ça que les choses ont été dites, puisque par exemple sur la polygamie, on dit maintenant c'est désormais interdit à Mayotte, puisque c'est la loi française qui s'applique. Est-ce que là, je repose ma question un peu différemment vis-à-vis de Nadir que j'avais posée au début, on n'assiste pas à un essai, un laboratoire en fait, à un islam à la française, où on essaie de trouver des solutions par rapport à une situation où les choses ne sont pas simples? En vous entendant poser cette question, je pense à Éric Besson qui, lundi dernier, a rencontré les auditeurs d'Africa numéro 1 pour une réunion publique. Et je pense qu'il sauterait au plafond en vous entendant parler d'islam à la française. Lui qui présentait aux personnes en présence l'adhésion à la France sous deux angles. Soit on adhère à la France républicaine, à la France laïque, soit on adhère à la France chrétienne. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas vraiment de place pour un islam. Moi, je parlerais plutôt de pragmatisme d'État. C'est une façon française d'avancer. La France a des lois, des règles, et qu'elle entend imposer dans tous ses départements, ce qui me paraît assez Donc vous pensez logique. que c'est une expérience pratique? Oui. On va laisser finir Anastasie. Oui. Nadir, puis ensuite J'ai pas Dominique, répondu enfin à Eric. votre question, parce que votre question sous-entendait, je pense, qu'il y aurait incompatibilité entre... Mon question l'islam sous-entendait que certains disent qu'il y a Je incompatibilité. vais en vous tout cas. répondre. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs exemples. Tout d'abord, il existe un Conseil français du culte musulman. Il n'est pas parfait, mais il existe. La République, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Chevènement, la République a invité l'islam à sa table. Deuxièmement, lors des élections municipales, législatives, présidentielles, on a constaté, nous, à Beurre FM, que les principaux imams, je ne dis pas tous, mais les principaux imams appelaient les Français de confession musulmane à voter. La loi sur le voile, par exemple, qui a été adoptée en 2004, certains ont dit qu'il y aurait à avoir des troubles, des violences, rien de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Et le dernier point, rappelez-vous, lors de l'affaire des otages français en Irak, il y a eu une délégation du Conseil français du culte musulman qui s'est rendue à Bagdad et qui a tout fait pour essayer de faire libérer les otages. Donc, parler d'incompatibilité de De possible, voilà, incompatibilité, vous pensez c'est que pas c'est la vrai. limite raciste xénophobe, quoi. Je n'irai ça pas s'affiche jusque-là, rien. mais en tout cas, c'est une méconnaissance. C'est au moins une méconnaissance. L'incompatibilité n'est pas là, à mon avis. Ça va plus se jouer culturellement et dans le long terme, pour moi. Bon, alors, on va laisser Éric Zemmour s'exprimer. Dominique voulait s'exprimer. Oui, parce que c'est comme... Bon, alors Dominique, Oui, parce que moi, comme je suis la situation politique des Outre-mer quand même depuis 10 ans, donc pour moi, c'est quand même un domaine de recherche. La France, je l'ai dit 100 fois, a une chance inouïe, parce que ces Outre-mer, ça lui permet d'être à elle toute seule un laboratoire de la diversité culturelle et du multiculturalisme. Il y a des territoires qui sont plus fragiles que d'autres. Un qui est très fragile, dont on ne parle jamais, c'est Wallis, dans le Pacifique, parce que vous avez la tradition la plus éloignée du modèle de société contemporaine. Et vous avez Mayotte. Pour une part, les Mahorais ont choisi très bien. Pour une autre part, on va appliquer les lois de la République très bien. Pour une autre part, on va mettre beaucoup d'argent. Attention, la corruption de ces sociétés par l'argent est une des choses les pires qui soient, parce que les différences de niveau de vie entre ce qui se passe sur place et ce qui se passe ailleurs créent des inégalités inexpiables. Exemple, le flux d'immigrés constant. Donc la responsabilité politique de la France, c'est, tant mieux, ils veulent être français. Mais nous devons être intelligents. On ne va pas plaquer sur Mayotte un modèle de département des Deux-Sèvres, alors que les différences culturelles pèsent 500 000 tonnes. Oui. Donc l'intelligence politique, on va voir si on va l'avoir, nous et eux. Ça va être à la fois de faire le minimum pour qu'il y ait une collectivité mahoraise qui ressemble en gros aux Outre-mer, c'est-à-dire respect des lois de la République, mais respect aussi des identités culturelles qui existent, ou bien si on va, comme le rapport de force est très peu favorable à l'islam pour l'instant là-bas, tirer trop, et si on tire trop sur la barque et qu'on ne tient pas suffisamment compte des spécificités culturelles et religieuses, on va créer, là pour le coup, une forme d'islamisme radical. C'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout d'accord sur le thème qui consiste à dire il ne faut pas trop tenir compte de l'islam, il faut énormément en tenir compte, parce qu'il y a 2 endroits dans le monde où vous avez un islam modéré, sur le canal de Mozambique et sur l'Indonésie. Et c'est pas parce qu'on adhère aux lois de la République, pour le cas de Mayotte, pour l'Indonésie, qu'il ne faut pas tenir compte. La justice des caddies disparaît, très bien. Il va falloir être prudent, intelligent. Ils ont demandé à voter non,
pas forcément uniquement par simple, comment dirais-je, corporatisme, c'est que vous avez une identité, quand vous connaissez la côte orientale de l'Afrique, vous n'êtes pas en Seine-Saint-Denis. Autrement dit, quand on dit un organisme, quand on dit un organisme, un culte islamique qui tient compte des lois de la République en France, très bien. Qu'on essaie de faire la même chose en Mayotte, très bien, mais tenir compte des spécificités culturelles, religieuses, climat. L'Afrique, la côte orientale de l'Afrique, le canal de Mozambique, Madagascar, c'est autre chose. Donc si nous sommes intelligents, nous les Français, nous allons construire un vrai modèle de cohabitation où il y aura les lois de la République qui s'appliqueront, mais on tiendra compte de la spécificité. Si on ne tient pas compte de la spécificité, on arme un boomerang terrible pendant 15 ans. Dans le visage, voilà. Et qui dira finalement, vous ne faites que du colonialisme, new look. Et si vous voulez, ça sera incroyable d'avoir attendu 70 à 80 ans, et je finis sur ma phrase. Le défi politique du XXIe siècle, au-delà de l'économie, c'est va-t-on être capable de respecter la diversité culturelle et d'organiser la cohabitation. C'est ça l'enjeu politique. Sinon, les hommes vont se tuer pour ça. Et Mayotte, nous avons, Mayotte et les autres territoires des Outre-mer, donc soyons intelligents, soyons généreux, n'imposons pas n'importe quoi au nom des lois de la République. Voilà. Et si je puis dire, que l'ensemble des dirigeants aillent là-bas faire un petit voyage sur ce que c'est que le Madagascar, ce que c'est que l'océan Indien, ce que c'est que le canal de Mozambique, ce que c'est que la côte orientale de l'Afrique, avant de dire c'est la République, c'est la République. C'est ridicule. Pour l'instant, il faut bien reconnaître que personne n'a dit ça. Attendez, j'ai pas entendu ça pour l'instant. Moins de conflits sociaux. Dans les 6 mois, il va y avoir des conflits sociaux qui vont être à la fois sociaux, culturels et musulmans. Et vous allez voir, il y en a quelques-uns qui vont sortir le gros doigt en disant oui, etc. D'accord. Un peu de tolérance et d'intelligence. Bon, Éric Zemmour, à vous la parole, si j'ose dire. Non, mais je souris parce que c'est la sempiternelle discussion qui revient. Moi, Ça, à chaque fois, oui. On va essayer d'éviter. Donc, on va essayer d'éviter. Moi, j'ai souvenir que avant, quand des gens demandaient à être français, on leur disait voilà, c'est comme ça et pas autrement. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être français. Apparemment, les règles changent. Non, mais on est bien d'accord. Mais j'ai le droit de m'en désoler. J'ai le droit à la nostalgie. Bon. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Exactement. Deuxièmement, je pense que Mayotte est intéressant. Vous avez dit laboratoire, c'est un miroir grossissant de nombreuses thématiques explosives en France et qui sont d'autant plus explosives là-bas. C'est-à-dire que Nadir a dit l'islam n'est pas un problème. Je comprends son point de vue et je comprends ses arguments. Simplement, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi une culture. Et ça, on sera tous d'accord autour de cette table. Et cette culture est très prégnante. Il y a des islams. C'est pas bien sûr. Vous avez raison. Il y a des islams aussi. Vous avez raison. Je suis d'accord avec ça. Non, je suis d'accord avec ça. Continuez, ne vous laissez pas troubler. Non, mais je suis d'accord. Évidemment, il y a des islams, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord une culture pour moi avant d'être une religion, c'est-à-dire un certain mode de vie, art de vivre, qui d'ailleurs a ses grandeurs et a sa noblesse. Et le problème, c'est qu'il s'affronte avec bien souvent avec le modèle français sur la laïcité, sur les femmes, sur l'organisation de la cité, etc. Donc c'est pour ça que je disais ironiquement à Dominique, avant c'était ceux qui voulaient devenir français qui se coulaient dans le moule français. Aujourd'hui, on est là à leur dire mais oui, mais la polygamie c'est pas si mal après tout. Vous avez le temps pour et puis soyons clairs, Éric Zemmour. On a dit que la polygamie devait disparaître à Mayotte, mais est-ce qu'on l'imposera? Mais que ça, on l'a imposé. Non, mais j'attends de voir. Ce que dit le référendum, pour être clair, pour que tout le monde sache ce qui est dit, c'est ceux qui sont actuellement polygames vont le rester. Voilà, je vous le fais pas dire. Mais c'est désormais interdit. Je vous le fais pas dire, sauf que sur le territoire, c'est exactement. Je voulais apporter une précision. Sur le territoire français, il y a des cas nombreux de polygamie, on ne les interdit pas vraiment. Tous ceux qui ont des amants et des maîtresses. Ça n'a rien à voir, c'est un argument. Allez, vous me décevez, Dominique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'amant et de maîtresse, peut-être. La monogamie entraîne évidemment l'adultère. C'est évident, c'est une évidence séculaire. Est-ce qu'on pourrait revenir à Mayotte, s'il vous plaît, sans vous commander? Donc, deuxièmement, il y a un problème majeur, ça va coûter cher. L'ajustement social va coûter cher. D'autant qu'une grande majorité de la population a moins de 25 ans. Et d'autant plus qu'il y a troisième. C'est la richesse. Troisième. Non, mais je ne fais qu'énoncer des faits. Nous avons encore une fois cette vieille discussion, je ne l'aurais pas dit. Sur la démographie, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Exactement. Bon. Troisièmement, il y a une immigration massive des 3 autres îles
des Comores. Je crois qu'un tiers de la population de Mayotte vient des autres îles des Comores. Exactement. Donc d'ailleurs, le précédent ministre des Dom-Tom, secrétaire d'État des Dom-Tom, Barouin, avait imaginé pour Mayotte la Changement le droit du sol sur... Ah pardon, excusez-moi, vous avez raison, parce qu'il y a eu une intermède de Mariton. Excusez-moi. Mais c'était tellement court que... Et c'était bien Barouin qui avait proposé la suppression du droit du sol, parce que les femmes mahoraises viennent accoucher pour que leurs enfants aient la nationalité française, et ça prend des proportions apocalyptiques. Donc je crois que tout ça, très bien, on va voir, je pense que ça sera intéressant. Je pense pas que ça soit un lit de rose, quoi, c'est tout. Alors Nadir, moi j'ai envie là aussi on essaie d'avancer vite. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas abordée. Là on a parlé des problèmes, j'allais dire, internes à Mayotte et à la France. Mais il faut quand même pas oublier que les Comores réclament toujours Mayotte, que l'ONU a donné raison aux Comores, et que la Ligue arabe a donné raison aux Comores. Alors, est-ce que finalement, sur le plan international et diplomatique, si l'on quitte un peu les rapports, la France et ce nouveau département, le fait que Mayotte devienne un nouveau département, est-ce que c'est pas un signe, pas précisément amical, vis-à-vis des Comores, vis-à-vis de la Ligue arabe, vis-à-vis de l'ONU? Est-ce que la France, là, n'a pas un problème diplomatique? C'est difficile à dire. En tout cas, en ce qui concerne la Ligue arabe, il faut dire que les Comores font partie de la Ligue arabe. Et donc, c'est à la demande des Comores que cette question a été abordée lors du sommet de Doha. Et les dirigeants de la Ligue arabe n'ont fait entériner et dénoncer ce qu'ils ont appelé l'occupation française de l'île. L'occupation française de l'île de Mayotte. Écoutez, moi, je ne pense pas, parce qu'on a beaucoup parlé de ce que Mayotte a gagné en devenant un département français, mais il faut aussi voir l'autre côté. Et ça, on l'a pas évoqué, ce que la France gagne aussi avec Mayotte. L'influence française, moi, à mon avis, va y gagner. Parce que de par sa position géostratégique, on le sait, Mayotte est située dans l'hémisphère sud, à mi-chemin entre Madagascar et le continent africain. Et c'est pour ça que la France, dès 1843, a choisi d'installer une... Il y avait déjà l'île de la Réunion. Exactement, mais c'est à partir il y a un intérêt géostratégique. Il y a un intérêt géostratégique. Il y a aussi l'aspect commercial. On sait que le canal de Mozambique offre à la France des routes maritimes stratégiques en direction de l'océan Indien. Donc moi, je ne pense pas... je pense qu'au contraire, l'influence française va y gagner. C'est un accord gagnant-gagnant pour exactement. vous. Alors, Dominique, on va essayer d'être court, tout simplement parce qu'on a peu de temps. Oui, sur cet enjeu de fond, qu'une partie la Grande Comore et que la Ligue arabe s'opposent, bon, il faut l'entendre. Mais je crois que du coup, ça veut dire quelque chose au-delà des rapports de force politique. La France a un devoir de solidarité économique, culturelle, dans cette zone. C'est à partir du moment où il y a la Réunion, il y a quand même le Malgache qui est francophone, Madagascar qui est francophone, Mayotte qui est francophone, les Comores qui sont francophones. Il va y avoir de l'argent. Si nous voulons réduire la haine qu'il y a quand même entre les Comores et ce que représente la trahison de Mayotte pour eux, nous avons un devoir de solidarité économique. Ce sont des pays riches, intelligents. Il faut se débrouiller pour construire une coopération régionale, de telle sorte qu'une partie de l'argent qui arrive là va pouvoir se redistribuer dans la zone, qu'on va pouvoir aider sur l'économie, sur tous les secteurs, sur les infrastructures, sur les équipements, sur la santé. Et vous pensez qu'on doit faire de Mayotte une tête de pont? Absolument. Par rapport au reste des Comores pour éviter l'immigration clandestine D'abord pour éviter l'immigration clandestine, parce qu'aucun homme n'a envie d'aller travailler ailleurs. Bon, en plus, c'est le même peuple, la même culture, la même langue, donc on ne peut quand même pas les exclure complètement. Mais on a un devoir politique. Les Mahorais sont français, mais ils sont aussi comoriens quelque part. Donc nous avons un devoir d'invention d'une solidarité économique, et pas seulement avec les Grandes Comores, mais aussi avec le Mozambique. Autrement dit, il se joue là, et c'est une chance, ce sont ou des lusophones sur la côte orientale de l'Afrique, ou des francophones. Donc on a des chances incroyables de communautés linguistiques. Nous avons à éviter que la Comore dise que c'est une trahison qu'on leur a fait. Donc nous avons un devoir de développement économique, pas seulement de Mayotte, mais du reste. Et on n'est pas parti pour ça, parce qu'on est parti dans une logique de fortin. Et ça oblige également les Réunionnais, qui sont très bien enfermés sur leur bonne conscience, à s'apercevoir... Pas de forteresse assiégée. Pas de forteresse, mais plutôt des têtes de pont du développement. Alors, un petit point, simplement, parce que j'ai découvert très vite un petit point d'histoire. Alors je soumets ça à votre sagacité, parce que j'ai découvert ça, moi. J'aime beaucoup l'expression, je soumets ça à votre sagacité. Non, c'est vrai, parce que j'ai découvert ça récemment. Ouais. J'ai lu que, en fait, Mayotte n'avait été rattachée aux 3 autres îles des Comores que depuis 1945. Et qu'en fait, avant,
déjà, elle était séparée des îles Oui. des Comores. Et Oui. donc, on est d'accord avec Elle ça? était géographiquement séparée c'est et intéressant. politiquement séparée. Parce que du coup, ça veut dire que mais les la fameuse conflits sont très trahison, anciens. Les voilà, conflits- la le conflit fameuse est très trahison ancien. n'est pas si évidente que C'est pour ça que et ça Il y avait relance- sur les murs de Mayotte, c'est au pour ça que ça moment relance où une les Comores ont pris responsabilité. leur indépendance, nous voulons rester libres, donc français. C'est ça. C'est ce qui avait marqué sur les murs. Je ne juge pas. au moment de la Je cite, Révolution française, ça. je cite ce qu'il y avait écrit sur Ah, certains oui. murs qu'on voit. Non, mais ça retire rien, en On fait. aura le temps, Si on aura veut le pas temps que d'en ce soit une reparler. pomme de discorde ou une zone de conflit, on a intérêt à faire du développement économique et social et sanitaire et d'éducation, parce que tout ça, ce sont des peuples très intelligents. Ouais. On y reviendra parce qu'on pourrait longuement parler de l'histoire de Mayotte qui est passionnante. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Anastasie, là, il y a le 21e sommet de la Ligue arabe, on vient d'en parler un petit peu avec Mayotte, à Doha. Et ils ont apporté un soutien unanime au président soudanais El-Béchir, qui lui-même a été condamné par la Cour pénale internationale. C'est le énième exemple d'un divorce qui s'opère de plus en plus entre la Ligue arabe et l'opinion occidentale? Entre la Ligue arabe et l'opinion occidentale, et puis aussi c'est une nouvelle preuve de la limite des possibilités de la CPI et de la Cour pénale internationale. C'est quand même le 4e voyage de M. Béchir à l'étranger en une Il est en semaine. train de narguer la Cour. Il se promène, Égypte, Érythrée, enfin il va un peu pas Libye, il n'est pas du tout inquiété, alors même qu'il a été reconnu quand même coupable de faits extrêmement graves et qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Alors, même chose, j'ai pu appeler quelques économistes africains qui me disent que voilà, qui eux d'abord dénoncent l'hypocrisie de cette Cour pénale internationale, qui comme par hasard va poursuivre un homme comme le président du Soudan, alors même que au fond les États-Unis n'ont pas été inquiétés pendant la guerre contre l'Irak, ou alors Bush, plutôt que les États-Unis. Bush n'a pas été inquiété. Et Peut-être que ça va venir. Mais bon, dans la mesure où ni les États-Unis ni Israël n'ont ratifié, j'avais bien compris. un jour, les États-Unis n'ont pas ratifié. Oui, mais le Soudan non plus n'a pas ratifié. Et pourtant, cet homme est poursuivi. Alors, il semblerait qu'on ait trouvé dans une charte de l'ONU le moyen de justifier la poursuite de cet homme. Mais étrangement, on n'en trouve pas quand il s'agit d'autres pays. D'autres pays. Alors, Nadir, après j'ai une question à poser à Dominique. Il y a 3 raisons, à mon avis, qui expliquent le soutien de la Ligue arabe à Omar el-Béchir. Premièrement, la Cour pénale internationale est considérée comme un instrument du néocolonialisme occidental, à savoir que qui ferait 2 poids 2 mesures selon les crimes commis par des amis des États-Unis et par d'autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Ligue arabe, il faut le dire, la Ligue arabe est très divisée sur des questions importantes comme le conflit israélo-palestinien, la montée en puissance de l'Iran, l'Irak, on l'a vu lors du sommet de Doha, un clash entre Kadhafi et le roi d'Arabie Saoudite. Il fallait le souligner. Donc la décision de soutenir El-Béchir permet d'afficher une unité de façade. Et troisièmement, il y a plusieurs dirigeants qui ont peur aussi d'avoir affaire un jour à la justice internationale. Il y a par exemple le président syrien Bachar el-Assad, certains soupçonnent d'être le commanditaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Bon, c'est pas encore prouvé, mais il y a une enquête en cours actuellement de l'ONU, une enquête de l'ONU. Bon, alors, Dominique Golto, moi j'ai une question. Il nous reste à peine 10 minutes d'émission, hein, je vous le dis pour que chacun essaie de prendre la parole rapidement. Finalement, le mandat d'arrêt de la Commission pénale internationale aura pour l'instant 3 conséquences. Le départ forcé des organisations non gouvernementales du Soudan, la colère des pays arabes et un défi permanent de Omar el-Béchir. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment prendre cette décision pour en arriver là? Non, mais je vous pose la question. La lutte de Ne grognez pas, répondez-moi. Non, je vous expliquais de la manière telle qu'il posait la question, on a le sentiment qu'il faut donner une réponse qui serait oui, il faut quand même. On va passer par là. Ouais. La lutte, l'idée de justice, la lutte pour instaurer une justice nationale ou internationale, ça met des siècles. Donc on s'était mis d'accord en gros sur 2-3 Pourquoi on n'a pas commencé par George Bush? Attendez, la question est un peu provocatrice, oui, je le reconnais. Le droit, comme on sait, n'est pas universel et il n'y a pas de justice pour tout le monde. On est d'accord là-dessus.
selon que vous soyez puissant. Bon, ceci dit, l'idée de justice internationale progresse, mais elle n'a même pas 60 ans, même pas 2 générations. Donc elle ne soit pas complètement juste. Qu'elle protège plutôt les puissants, tout ça c'est vrai. Mais c'est ça qui est formidable. Pourquoi je suis quelqu'un qui défend les idées? C'est que les idées de progrès, elles progressent. Donc si vous voulez, dans les pays arabes, ils sont divisés, mais je réponds à votre question. Ils sont quand même divisés entre eux. Ils sont divisés. Ils ont le sentiment que c'est un impérialisme. La vraie bataille, c'est là-dessus. Est-ce que l'idée de justice internationale est une idée occidentale qui va du coup être considéré comme un occidentalisme et donc être combattu par l'ensemble de tous ceux qui considèrent qu'ils n'appartiennent pas que les à la Occidentaux civilisation n'ont pas la science occidentale. infuse. Voilà, et là c'est un vrai débat de civilisation politique. Mais c'est peut-être ce qui est en train de se Bien passer sûr, là, mais il y a justement. toutes les chances que ce soit une partie de ce débat. Et ça, à ce moment-là, ça dépend de la capacité qu'ont les Occidentaux et les autres, puisque l'idée de justice n'est pas qu'occidentale, de montrer progressivement, par leur pratique, par leur choix, par leur justification, que c'est pas seulement l'ordre occidental qui s'impose, mais que c'est une idée de ordre justice international. sans laquelle il n'y aura pas de vie commune alors, possible. on comprend. Nadir et ensuite Eric. Excuse-moi, Bon, une fois que j'aimerais Nadir, juste préciser un élément quand même, parce que vous dites que, en un mot, la Ligue arabe, enfin les Arabes, voilà, mais il n'y a pas que la Ligue arabe qui dénonce cette décision et qui soutient Omar el-Béchir. Il y a le Venezuela d'Hugo Chavez, il y a la Bolivie d'Evo Morales, il y a la Chine également. Donc je ne pense pas qu'il faut faire de cette question uniquement un problème entre, d'un côté, c'est plutôt un problème entre les Occidentaux qui dénonce le néocolonialisme et c'est plutôt un problème entre les Occidentaux et les autres, pour dire les choses clairement. Entre les riches et les pauvres, ou entre la gauche et la droite, ou Est-Ouest, quoi. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui contestent l'ordre occidental. Voilà. Oui, Alors, Éric Zemmour, est-ce que cette décision de la Cour va dans le sens d'une plus grande justice, même si c'est imparfait? C'est un peu ce que dit Denis Bolton. Ou est-ce que ça va à l'inverse? Moi, j'ai une position très simple. On a déjà échangé avec Dominique. 3000 fois. On a échangé avec moi Voilà. une fois, ça Je changera. suis. Non, mais on connaît l'antagonisme. Oui, mais Ouais. voilà. Ouais. Donc c'est pas illégitime. Vous, hein, quelle est votre position? Moi, je suis alors hostile au principe même de la justice internationale. Je pense que je suis contre le gouvernement mondial. Je pense qu'il n'y a aucune légitimité à ça. Je pense que c'est la dénégation de toute démocratie qui repose sur un peuple et un territoire. Voilà, je pense, c'est tout. Donc il n'y a aucune légitimité. Et donc, je comprends très bien la réaction de la Ligue arabe, des autres, qui ont tout à fait raison. Évidemment, Ça vous fait du curieux allié. Hein. mais oui. Hein. Ouais, bon, On ne choisit pas On va ses laisser- alliés. Vous savez, en 42, on était les alliés des communistes, hein, et il a fallu être. Allez, On va vite. Voilà. Allons-y. Et puis François Ier s'est allié au Soliman le Magnifique. C'est pas exactement on lui a le s'y débat. reproché d'ailleurs. Ça, c'est Voilà, le relation. exactement. Ça, c'est Allez. le relation. Et ben là, c'est voilà. On fera un cours d'histoire non, mais juste voilà, après l'émission, quand c'est- on en aura le temps. Vous êtes C'est gentil, tout. Donc merci. je pense que c'est tout. C'est Bon, que simplement, c'est évidemment à géométrie variable. C'est évidemment la loi du plus fort. C'est exactement. Au début, c'est toujours comme ça, c'est vrai. Je Dominique, C'est vous avez exact. le temps de vous C'est exprimer exact. là-dessus. Je vais vous dire, je vais citer Attends, finis. une phrase de Blaise Pascal que j'aime beaucoup, qui résume tout ce que j'ai à dire comme ça. J'irai vite, ça sera très bien. Parce qu'on n'a pas pu faire que le juste soit fort, on a fait que le fort soit juste pour que la paix soit. Ça, je sais pas pourquoi, ça fait 8 jours que tout le monde répète cette phrase. Elle a dû passer dans l'espace. Après, médiatique. alors, C'est Dominique, à cause d'Éric Zemmour qu'il a déjà Non, dit mais une fois. il y a il a deux déjà- journalistes Mais qui moi, l'ont j'ai bonne prouvé. mémoire, il a déjà ça dit. fait des années C'est une que très je jolie reste- formule. Merci, Bon, voilà. chacun en tirera ce qu'il en voudra. Oui, je peux dire un mot Dominique, là-dessus. vite, Sur s'il vous plaît, parce que oui, j'aimerais qu'on parce parle que, un peu de ce qui se passe en tout à fait Israël. d'accord, mais Vous allez voir qu'on n'est pas si loin de ce qu'on vient de L'affaire discuter. de la CPI, tout à fait d'accord qu'on aurait quand même on devrait demander des comptes au président Bush, on est d'accord là-dessus. Mais l'affaire de la CPI, c'est aussi une affaire européenne, c'est-à-dire que c'est de l'Europe qui est venue cette idée d'une justice internationale, contre souvent les États-Unis. Autrement dit, se joue là aussi la capacité qu'aura l'Europe ou non à défendre des valeurs vraiment universelles qui s'appliquent à tout le monde, ou bien d'être ramené dans un Ramené conflit à ces strictement valeurs occidental. occidentales. Comment Anastasie. défendre ces valeurs? Je parle de la CPI sans armée. Nous parlons quand même d'une. Mais les tribunaux n'ont jamais d'armée. Hein. Là, on va laisser finir. c'est le problème. Ils ont une police. Non, Ils en ont tout une cas, là, police, en bien sûr. l'occurrence, Police, en général. là, Ils ont une police. Voilà. On ne peut pas arrêter cet homme. Oui, mais on commence déjà par les Donc, CPI. oui, oui, Très bien. Mais c'est bien qu'on ne puisse pas arrêter cette Ah bah attendez, ça c'est deux bien. mois. Bon, on va laisser Anastasie terminer sa phrase. En gros, elle dit pas de sanctions possibles, pas de bras armés. Pas de bras Donc, armés. tout le monde Mais se moque. heureusement, sinon ça serait une Eh dictature ben, mondiale. peut-être que ça va donner l'idée ensuite de faire une police internationale. On n'en Alors sait là, rien. je pense qu'Éric Zemmour va pas être d'accord. Mais avec attendez, vous. si Bah, vous ça mettez- nous fera de vous grands permettez- débats vous permettez, si on monte dans une police- l'hebdo. si on monte C'était si on monte une une police plaisanterie de internationale, Dominique et si on monte une police internationale contrôlée par la communauté internationale des droits de Ça l'homme, n'existe pas. ben écoutez, Mais excusez-moi, en voyant pas au début, il commence Ça, pas à c'est monter des une fautes. police internationale contre les agences de notation. oui, contre- c'est sur le une police secret bancaire, économique. police économique. Bien sûr, mais c'est Bon, normal. Bon, De toute façon, très on est bien. condamné à organiser On va la finir, mondialisation. il nous reste 5 minutes. était là ce qu'on a dit. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même qu'on parle de la formation du nouveau gouvernement israélien. Pourquoi? Parce que je vais vous dire la phrase qu'a trouvée un de mes confrères journalistes
Il les aime pas beaucoup, Dominique Valton, mais enfin pour une fois, Arrêtez, un j'arrête journaliste pas de dire- israélien, vous dites des bêtises après la plus mise que en vous. place de ce Vous gouvernement. dites des bêtises je suis probablement un des chefs. Non, moi j'aime pas ça parce que ça fait des Vous années n'aimez que pas la j'écris. plaisanterie. Non, pas là-dessus, parce que déjà que vous avez un pouvoir qui est réel, les journalistes, de faire. Oh, Laissez-moi finir. mon Dieu. En théorie de la communication, ça fait 20 ans ou 30 ans maintenant, hélas, que je dis le rôle essentiel et indispensable que joue le journalisme. eh bien, C'est il y pas en parce a un. que je Il y suis en pas a en un train tout le Israël, temps. écoutez Je suis ça. pas tout le temps en train de dire que vous êtes des génies, que cependant je vous défends pas d'un point de vue théorique quand même. Bon. Vous En les tout cas, vous intellectuels, savez bien vous les prendre la ratez pas. parole, hein. Pour les intellectuels, vous les ratez pas, vous alors. Hein. Et on est moins souvent dans les médias Alors, que vous n'êtes vous. Bon, Nous sommes un moins souvent dans les journaliste médias que vous. israélien donc a salué, si j'ose dire, la formation du gouvernement comme ça. Bonjour, messieurs les ministres, qui n'ont rien à gérer. Et il précise pourquoi, ils sont, je crois, 30 hein, ou 31, je ne sais plus. Et ça va, c'est l'arc-en-ciel, ça va de la droite la plus extrême avec Lieberman à la gauche. Lieberman qui d'ailleurs est en délicatesse avec la justice depuis quelque temps. On verra bien comment ça se termine. Simplement, la chose plus inquiétante de tout cela, c'est peut-être qu'on a l'impression que ce gouvernement va dans le sens d'une radicalisation anti-palestinienne, à dire quand même. Écoutez, il faut rappeler que les élections ont montré effectivement une radicalisation. C'est-à-dire que la majorité des Israéliens, après l'intervention de Gaza, ont voté pour notamment Avigdor Lieberman, qui a mené sa campagne sur deux thèmes, notamment le refus d'un État palestinien et d'autre part sanctionner les Arabes israéliens qui ne seraient pas en un mot patriotique. Et en plus, continuer les colonies, peuplement. Exactement. Bref, une Exactement. position très radicale. Non, c'est pas vrai. Il échangerait. Non, pardonnez-moi. Oui. Je suis d'accord avec vous au début, mais il a proposé d'échanger, au contraire, Pas pour tous, pour certains. Ben, on va laisser finir ce qu'ils veulent changer parce que tout le monde n'a pas compris. des colonies de peuplement contre le départ des Arabes israéliens. D'accord. Les Arabes. Non, mais je comprend. précise C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il organise l'apartheid. Il organise C'est exactement ce que je veux dire. Les Arabes israéliens sont là depuis Il nous 1940. reste on est d'accord, on est d'accord. Il nous reste, C'est- ils sont là depuis 1948. Mais même avant, Voilà. même avant. Donc, Bien avant, C'est bien pas la avant. discussion, c'est pas la Ils discussion. sont ensemble depuis Top. des siècles. Dominique, il nous reste Tant mieux. 1 minute d'émission, il faut prendre une décision. Bien sûr, vite. Je propose que chacun prenne la parole peu de temps, un tour de table et on arrête là. Alors, soyons disciplinés pour le peu de temps Moi, qui nous reste. les premières déclarations d'Avigdor Lieberman en tant que ministre des Affaires étrangères ne vont pas dans l'optimisme. Hein. Il a dit que l'État d'Israël n'était pas lié par ce qui a été décidé lors de la conférence d'Annapolis, conférence d'Annapolis qui prévoit la création d'un État palestinien. Deuxièmement, il a déclaré qu'il était favorable à d'éventuelles négociations si le Hamas était désarmé. On sait très bien, et Lieberman le premier, qu'on ne peut pas désarmer le Fatah. L'autorité palestinienne ne peut pas désarmer le Hamas puisque Elle n'a pas les le moyens. Fatah a été délogé de la bande de Gaza. Il y a une inquiétude des Palestiniens, mais également des États-Unis, parce que les États-Unis, qui est le principal allié d'Israël, commencent à prendre ses distances. Hillary Clinton, quand elle s'est rendue en Israël et dans les territoires palestiniens, a répété que la solution du conflit israélo-palestinien était un État israélien à côté d'un État palestinien. Voilà. Éric Zemmour. Très vite. Très vite. hein. On a une vision quasiment fini. complètement onirique en France et en Europe. On croit que les peuples veulent la paix. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'à chaque fois que les peuples votent là-bas, ils votent pour les plus durs. Les Palestiniens, quand ils ont voté, ils ont voté pour le Hamas. C'est pas pour les mêmes Non, raisons. on laisse hein. Mais c'est jamais les mêmes raisons. on n'a Mais pas non, le temps, là. c'est un On n'a pas le temps, résultat. Dominique. Ils votent pour le Hamas, alors que Israël avait libéré Gaza. Quand les Israéliens votent, ils votent pour Netanyahou et pour Lieberman. Je pense qu'il y a une radicalisation des peuples Il qui y a se trans- les qui se Israéliens qui transforment ont dans un les gouvernements. choix cornélien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix entre l'apartheid, je suis d'accord avec Dominique, Avec ou l'expression la d'Ali. libanisation. Oui. C'est-à-dire l'explosion en 1000 communautés. Et non, l'affrontement. L'affrontement, ouais. L'État unique et l'affrontement, c'est tout. Ou alors l'apartheid. Le Et, choix entre deux mauvaises solutions. Exactement. Bon, Et les Palestiniens, pour l'instant, ne veulent absolument pas non plus renoncer à leur rêve national total. Donc il n'y a pas, moi je crois qu'il n'y a pas de solution. Bon, voilà. Dominique Volton, on a 1 minute de retard, il Oui. faut vraiment se dépêcher. Ah oui, Et on finira par Anastasie. Et deux, il n'y a pas d'autre solution. On sait qu'elle est politique. Il y aura 2 États un jour de toute façon. 3, quand les peuples se battent, ils se battent depuis le début de l'humanité. Je vous signale qu'il y a un moment où ils sont fatigués de faire la guerre et nous vivons dans la partie Bah, du espérons monde. que ça arrive vite. Et nous vivons dans la partie du monde où nous avons fait les maximums de nos barbaries, l'Europe, et nous prouvons depuis 60 ans qu'on peut sortir de la guerre. Donc ils sortiront de la guerre
guerre. Parce qu'on est sorti de l'histoire. Et on Un arrivera à la message politique. optimiste, Si quoi. l'Europe est sortie de l'histoire, ben écoutez, allez voir ailleurs. C'est un Voyagez message un peu. optimiste. Et trois, bien sûr. Bien sûr. Et troisième chose, là où il y a quelque chose d'un contresens, un contretemps de la part du gouvernement israélien, c'est que l'arrivée de Obama relance toutes les cartes d'une ouverture après un système de fermeture. Il relance même des cartes pour discuter avec le Pakistan, avec l'Irak et avec l'Iran. Et à ce moment-là, vous avez dans ce coin... Donc en fait, il ne faut pas seulement regarder la formation du gouvernement, mais l'ensemble. Voilà, et donc en par gros. conséquent, il est possible que cette vision complètement violente et refermée ne dure pas. explose Voilà. en vol. C'est à souhaiter pour la paix partout. Oui. Anastasie Moi, ce que Kidiach. j'observe de cette situation, c'est que cette radicalisation israélienne, moi je regarde plutôt le camp palestinien, devrait, à mon avis, inciter les factions palestiniennes en présence, si ce n'est à une réconciliation, du moins à un Au moins une rassemblement. entente cordiale. Un rassemblement. Voilà, on finira sur ce mot en n'ayant bien sûr pas l'illusion d'avoir épuisé le sujet. On vous remercie de votre patience, votre gentillesse, votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de nous écrire.